Bonjour madame, bonjour monsieur. Alors on a la chance d'avoir avec nous Karim Berouka, comme Stéphane l'a dit, jeune talent de la fantaisie française, parce que tu es jeune dans ta tête. Et donc qui vient de sortir Les Ballons dirigeables, rêve-t-il de poupées gonflables aux éditions ActuSF, qui doit être quasiment le titre le plus long de l'univers. Depuis Philippe Dick. Si. Non, il est bien plus long. Ouais, il est bien plus long. Bon. Petite question rapide, Karim. À partir de quand tu as commencé à t'intéresser à la science-fiction, à la fantasy, le fantastique, l'imaginaire, et y a-t-il des auteurs qui t'ont particulièrement marqué? Alors, à partir du jour où, je sais pas, vers 10-12 ans, quand j'ai découvert qu'il y avait des livres dans la bibliothèque de mes cousins qui habitaient à côté de chez moi, où il y avait des livres de Philippe Cadic, Clifford Simac, Pierre Fellot. Et donc j'ai lu ça, plus d'autres, certains que j'ai trouvé très bien, d'autres auxquels j'ai rien compris. Et puis pour la fantasy, je ne sais pas quand j'ai découvert ça, mais beaucoup plus tard. Je crois que j'ai jamais vraiment découvert la fantasy. À partir de quel moment tu as commencé à en écrire? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en écrire? Ah ouais, mais tout le monde passe devant la caméra. J'ai envie de créer des choses, donc essayer d'écrire. À peu près à la même époque, j'ai fait des cahiers, j'ai essayé d'écrire des histoires de seconde volante, mais bon, c'était pas très concluant. Je crois que ça a fini à la poubelle. Et puis sérieusement, fin des années 90, parce que j'avais plus de temps. Professionnellement, j'étais un peu plus libre. Et puis j'avais tout d'un coup compris que si je voulais un jour publier un texte, il fallait finir. Chose que j'ai réussi à faire. Donc j'ai surtout trouvé à l'époque un éditeur qui publiait des nouvelles dans des anthologies intéressantes, qui s'appelait l'Oxymore, qui n'existe plus, et qui marchait par thème, qui faisait des appels à texte thématiques, avec des dates limites d'envoi du texte, donc ça veut dire que faut le finir, et puis il ne faut pas le finir dans 6 ans. Et il y avait une sorte d'émulation là-dessus, donc ça m'a vraiment poussé à écrire, c'était un plaisir. Et il y avait un côté retravail aussi dans l'Oxymore, c'était appris des choses, ça? Non, il y avait très peu d'éditorial dans l'Oxymore, parce que je pense que les personnes qui recevaient des textes en recevaient entre 100 et 150 par appel à texte, donc ils avaient largement de quoi choisir ce qu'ils considéraient comme meilleur. Mais du fait justement de la difficulté de sélection, il fallait vraiment essayer de sortir l'idée la plus originale, d'envoyer un texte quand même assez fini, abouti, quoi. Parce que sinon il n'y avait aucune chance de publier, on ne l'était pas souvent, c'était pas systématique. Il y avait un côté communautaire un peu à Oxymore? Pas du tout. Pas du tout. Entre auteurs, entre... Non, ça m'a permis, moi, personnellement, de rencontrer des auteurs qui avaient publié là ou ailleurs, mais surtout là, parce qu'à l'époque, c'était vraiment pour ce qui était fantastique et fantasy urbaine, le support, l'unique support, enfin, c'était pas l'unique, mais c'était vraiment le support important. Et donc, après, à travers les salons, j'ai rencontré effectivement des auteurs qui sont devenus des amis, juste des connaissances. Et c'est vrai que l'Oxymore a permis à un nombre incroyable d'auteurs de faire soit leur premier pas, soit de confirmer ce qu'ils avaient commencé sur des fanzines et tout ça. D'ailleurs, oui, j'oublie les fanzines parce qu'avant de passer par là, il y a quand même des fanzines. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui, mais bon, voilà, des petits fanzines sortis à 50 exemplaires. Où tu pouvais publier de manière plus libre, peut-être? Ah oui, clairement, ouais. Plus libre. Et puis bon, c'est vrai que quand un support n'est pas tenu d'avoir des résultats financiers, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de vendre X numéros pour être rentable, ils vont uniquement se faire plaisir, c'est-à-dire qu'ils vont publier, on ne va pas se poser la question de savoir si le texte est porteur, parce que l'Oxymore était quand même une société, donc ils avaient quand même besoin de vendre des livres, même si c'était pas leur premier souci, mais il fallait quand même les vendre. Un petit mot du recueil, il y a beaucoup de thèmes et de thématiques. Est-ce que tu as identifié en tant qu'auteur un petit peu comment naissent tes idées et à partir de quel moment tu te dis tiens, là je tiens une histoire? Comment tu bosses? Je bosse très bien parce que je suis quelqu'un ça dépend des textes en fait. Les textes, les nouvelles notamment, quand c'est des appels à texte, souvent il y a un thème, une thématique à respecter. Donc
l'idée c'est d'essayer d'aller plus loin que la thématique, d'essayer de la détourner ou de trouver une idée vraiment originale et s'éloigner des archétypes. Donc ça vient pas forcément tout de suite. Une première idée, une deuxième idée, un texte qu'on abandonne, puis tout d'un coup il y a un truc, ah ça c'est vraiment bien, ça, c'est intéressant. Et après quand c'est des textes qu'on écrit pour soi-même, ça peut être une idée qu'on va mettre sur papier directement, ou une idée qu'on va mûrir pendant 6 mois, 1 an, et puis tout d'un coup on a vraiment besoin de l'écrire parce qu'elle est là, quoi. Pour les romans c'est un peu ça, même si je n'ai pas écrit des tonnes. À partir de quel moment tu te dis là ça peut faire un roman? C'est en fonction de la taille, de la richesse thématique Moi, personnellement, le roman, il n'est pas écrit. Il s'écrit au fur et à mesure que je l'écris. Donc, je vais avoir une idée de base, soit un univers, soit une thématique, et après, il va se développer au fur et à mesure de l'écriture. Donc, c'est vraiment plus une question de volonté de motivation. C'est à partir du moment où hop, là, on va prendre 1 mois pour écrire un roman, parce que ça prend quand même du temps à écrire, et puis on n'a pas toujours le temps de consacrer 3 heures ou 8 heures par jour pour le faire. Donc à partir du moment où c'est parti, quoi. Maintenant, je sais que j'ai des idées de romans que je n'écrirai pas aujourd'hui, parce que je ne sais pas trop où j'irai une fois que j'aurai écrit les 10 premières pages. Voilà. Après, celui qui va paraître chez QSF début de l'année prochaine, c'est une idée de base qui est assez vague au départ et qui se développe au fur et à mesure de l'écriture. Donc ça, il n'y a pas besoin d'une grande maturation. Il y a besoin de pas mal de relecture après, parce que ça part un peu dans tous les sens, et que le truc de dire « Ah, j'ai été dépassé par mes personnages », c'est bien gentil, mais quand ça donne n'importe quoi, c'est pas tellement... Donc, hop, on relit, on travaille. Après, chacun écrit comme il veut et comme il peut. Et justement, tu as souvent une fantaisie qui est très colorée, comme ce roman qui s'appelle Nos amis les fées, qui est une enquête autour d'une fée. Donc des romans qui sont plutôt, du moins des nouvelles et un style plutôt drôle. Est-ce que ça se travaille encore plus quand tu as envie de faire de l'humour, entre guillemets? Est-ce que tu reviens beaucoup dessus? Est-ce que tu essaies de trouver la bonne vanne ou le bon truc qui... Non, pas plus qu'un roman plus sombre ou qu'une histoire plus sombre. C'est juste une question de méthode d'écriture où j'ai un peu l'impression que les idées viennent plus vite que ma capacité à taper sur le clavier. Donc je suis obligé des fois de passer des scènes en mettant il va se passer ça, il va se passer ci, on le fera après, et on continue dans l'histoire. Et puis après on va voir, mais je ne m'amuse pas à relire pour placer une bonne vanne. Là c'est pas assez drôle. Sinon ça risque de faire assez artificiel, quoi. Donc, un petit mot sur le recueil, on a différentes nouvelles. Je voulais juste peut-être en pointer quelques-unes. La première, elle s'appelle L'histoire commence à Fallujah. Comment est née l'idée? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, c'est une histoire qui se passe, pour les gens qui ne connaissent pas les nouvelles, je pense qu'ils sont nombreux parmi les millions de spectateurs que nous avons aujourd'hui. C'est une histoire qui se passe en Irak, dans la ville qui s'appelle Fallujah, qui a été bombardée lors de la guerre d'Irak. Et un jour, je suis tombé sur un article assez étonnant qui racontait que les combattants irakiens, étaient persuadés qu'ils allaient gagner cette bataille parce qu'ils attendaient des armées de djinns. Alors, donc en Europe, le djinn, ça fait pas partie de la culture. C'est un truc un peu exotique, c'est un truc qu'on va trouver en frottant la lampe, ou alors dans Aladdin, dans la lampe. Mais il se trouve que dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, même d'Afrique centrale, on va dire, le djinn c'est assez présent en fait. Il y a des croyances, c'est l'esprit, c'est l'esprit de la maison, c'est l'esprit du feu, c'est l'esprit. Donc j'avais trouvé ça assez étonnant que des gens soient encore persuadés aujourd'hui qu'une intervention pas divine, parce que c'est pas des actes divins, mais surnaturelle, allait tout d'un coup apparaître, prendre parti pour eux, tout en sachant que dans la religion musulmane, le djinn c'est quelque chose d'assez diabolique. Donc j'ai dit, tiens, on va essayer de composer avec ça, et à partir de ça, j'ai fait une histoire qui se passe dans les ruines de cette ville.
en prise avec complètement l'actualité, quoi. À l'époque, oui. Ouais, c'est des choses qui t'inspirent encore au quotidien ou c'est vraiment un épiphénomène dans tes sources d'inspiration? L'actualité? Ouais. Ouais, ça peut, ça dépend de l'histoire. Que je pense me mettre de limite ou de. Moi, j'écris ce qui me passe par la tête, on va dire, ce que j'ai envie d'aller creuser, quoi. Mais là, je trouve que le fait est assez étonnant, quoi, surtout pour nous Européens qui ne sont pas tellement portés sur le. Surtout en France où les croyances ont un peu disparu. Tout ce qui est folklore, c'est devenu vraiment folklorique pour les livres. La deuxième nouvelle, qui est une des nouvelles les plus drôles du recueil, s'appelle Concerto pour une résurrection. Voilà. Un type qui tombe sur Claude François dans le métro, ouais. La réincarnation un petit peu. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Pareil, à quel moment tu as eu le déclic? Tu as vu un mec qui ressemblait à Coco dans le métro? Pas du tout, je sais pas pourquoi. Un jour j'ai eu envie d'écrire une histoire sur le métro parisien, sur les personnes sur le métro, et c'est de fil en aiguille, ça s'est passé. Mais cette histoire de clone de Claude François, je la raconte à chaque fois parce que ça me fait marrer. C'est une histoire vraie, c'est un type dans les années 90 qui se promenait sur une ligne de RER, qui était petit, qui avait les cheveux blonds, qui avait la même coupe que Claude François, qui ressemblait à Claude François, qui se promenait avec un petit ampli, et qui branchait son ampli, qui chantait les chansons de Claude François avec la voix de Claude François. Il chantait « Je suis le mal », c'était horrible. Et ce type, au fur et à mesure du temps, il a commencé à... Je sais pas, mal tourné, on va dire. Et il arrivait complètement bourré, et il insultait les voyageurs. C'est vrai que si Claude François était mort, c'était de leur faute, c'est clair. Et donc, bon, enfin, ça c'est une partie du récit, mais ça c'est une histoire vraie. Et puis j'ai voulu faire une sorte de mythologie urbaine, musicale, on va dire, où un type se balade dans le micro et il voit des fantômes de Jimi Hendrix, Claude François, je ne sais plus qui c'est, il y en a un troisième, Sid Vicious, oui, c'est ça. Et puis qui se retrouve finalement confronté à tous les grands musiciens morts qui lui disent que tu as une mission, il faut que tu sauves la musique. Ouais, voilà. Et puis après ça part dans les plaines de la Brie. Ouais. Moi, une de mes nouvelles préférées, elle s'appelle Elle, histoire d'un meurtre. Et t'as presque, ce que j'aime dans cette nouvelle, c'est qu'on est presque au niveau des archétypes, véritablement. Pareil, on a l'impression que tu as désossé quasiment un polar, quoi. Bah, écoute, ouais, j'ai essayé de faire, c'était dans le but d'écrire une nouvelle polar, mais en essayant de ne pas faire du polar à linéaire. Bah, c'est une nouvelle qui est un peu ardue, je pense, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit on n'a pas compris. Ça me semble pas si compliqué à comprendre, mais oui, effectivement, de se baser sur des archétypes, mais pas des archétypes physiques, des archétypes poser l'amour à l'arrache, c'est un peu facile, ou à la haine plutôt. Mais c'est un peu ça. Il y a deux protagonistes qui sont guidés par une force, je ne sais pas ce que c'est, quoi, qui implique finalement, qui pousse les deux, mais il les pousse dans une direction opposée. Et finalement, pas si opposé que ça. C'est un peu compliqué à expliquer. J'avoue que faudrait que je me penche là-dessus, face à une explication de texte. Et finalement, ça donne une sorte de polar découpé en plusieurs parties qui correspondent à des personnages. Je ne savais pas comment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a notamment deux flics, mais à Miami. Il y en a un, c'est que c'est vraiment sa vie, quoi. À partir du moment où l'enquête s'arrête, il meurt, quoi. Oui, en fait l'idée c'est que ce type est poussé et il y a une sorte d'urgence, de truc intrinsèque qui le pousse à enquêter. Il ne sait pas pourquoi, mais quand il arrête, il n'arrive plus à vivre. Donc il est obligé d'enquêter, de découvrir. En fait, c'est plutôt ça, c'est d'aller vers le plus loin, vers l'aventure, vers des espaces infinis. Et on va découvrir qu'en fait, il est poussé par c'est un fantôme, c'est un esprit, on ne sait pas trop. Bon, je ne raconte pas toute l'histoire, c'est un peu bête. Mais que cet esprit se nourrit justement de cette... comment dire, de cette... j'ai un mot que j'ai perdu, dans le dictionnaire.
de ce besoin de recherche. En fait, c'est une sorte de symbiose. Et à la fin, il refuse, il veut plus faire ça. Donc à ce moment-là, effectivement, il meurt, pas à cause de ça. Et cet esprit qui vit que par la volonté de ce détective d'aller plus loin, va trouver quelqu'un d'autre pour perdurer, quoi. C'est une très bonne nouvelle. C'est très clair ce que je raconte. Non, c'est très très bien. Tu as été aussi directeur de collection pour Griffe d'encre. Ouais. Alors, c'est pareil, quelle expérience et qu'est-ce que ça t'a apporté en termes d'auteur? C'est toujours très intéressant de travailler avec les auteurs en se mettant de l'autre côté. Et puis en lisant tout ce qu'on peut vous soumettre comme je dirigeais des recueils de nouvelles, dont un recueil de monsieur Laurent Gidon, qui est juste là, qui a été publié sous le pseudo de Donlo, qui se cache sous ce pseudo. Ça permet de voir déjà comment les autres auteurs écrivent, de repérer aussi tous les petits défauts qu'on va trouver, et puis aussi tous les stéréotypes qui reviennent en permanence. Et c'est vrai que j'ai fait des anthologies, alors quand on lance un thème et qu'on reçoit 50, 60 textes, on va s'apercevoir que la moitié traite les mêmes thèmes et souvent de la même manière. Donc ça, c'est moins intéressant. Donc on va aussi apprendre à creuser les thèmes, à aller chercher ailleurs, à détourner les manières de construire la narration. Et puis c'est aussi une aventure humaine, c'est assez intéressant de bosser avec des gens, donc d'échanger, d'essayer d'apporter sa connaissance pour leur permettre d'améliorer. Ça permet aussi d'améliorer ce que toi tu peux être, mais c'est pas le but. Tu prends des choses en tant qu'auteur après. Voilà, de toute façon, tu accumules des points d'expérience, et après tu passes au niveau auteur. Tu as le droit de publier chaque pièce. Génial, le Graal. Enfin, ça peut migrer. Un petit mot sur nos amis les fées, est-ce que tu peux nous résumer l'histoire et pareil, comment tout ça s'est mis en place, quoi? Alors l'histoire, c'est à moitié du polar, c'est un polar de fantaisie urbaine, on va dire, bien que ça ne soit pas un polar de fantaisie urbaine. Donc je ne lis pas énormément de polar, je lis un peu de fantaisie urbaine, plus que de polar, et j'ai voulu prendre l'image de la fée un peu classique, de la fée marraine, qui va près du berceau et qui envoie des souhaits pour bénir, maudire l'enfant. Donc il y a des histoires de fées qui tournent autour de mômes. Pardon. Mais je voulais placer ça dans une atmosphère plus, on va dire polar, pas très sordide, mais enquête. Voilà. Donc c'est une sorte de fée, c'est une fée qui arrive, on ne sait pas pourquoi, qui va brancher un détective privé en lui demandant de retrouver une personne, et ça va dans tous les sens, et on s'aperçoit qu'il y a une sorte de présence de fées depuis tout le temps qui mettent le souk en permanence parmi les gentils êtres humains que nous sommes. Et donc on a des petits passages dans l'histoire, des petits retours en arrière du temps de la Révolution, où on s'aperçoit finalement, sans vouloir jouer un rôle important dans la Révolution, elles ont joué un rôle important. C'était pas leur. On s'aperçoit qu'il y a une sorte de. Il y a deux mondes qui codent pas, puisqu'ils sont très bien très séparés. Les fées viennent dans notre monde pour faire quelque chose, je ne le dirai pas, mais c'est pas un grand secret, tout le monde le sait. Mais elles font surtout le souk en fait. Mais il n'y a pas de symbiose. Les fées considèrent que tout ce qui est humain, c'est un peu de la soufflée en fait. Du soufflé au fond. Et donc en jouant entre ces différences, entre ce côté méprisant qu'on peut avoir de ces êtres surnaturels et supérieurs, qui finalement ne sont pas du tout supérieurs, toute une enquête qui se développe avec d'autres personnages un peu fantastiques qui ont une forte tendance à semer le chaos partout où ils passent, et donc après qui repassent derrière pour nettoyer tout pour pas qu'on s'en rappelle, parce que sinon ça ferait la une des journaux, ça serait un peu gênant pour eux. Donc ça, ce sera en mars. En mars, ouais. Notons-le. Dernière question, y a-t-il d'autres projets, d'autres envies, d'autres trucs sur lesquels tu bosses? Oui. Merci.
Oui, j'essaie d'écrire des romans. Le problème, c'est que j'essaie d'en écrire 3 ou 4 à la fois, donc c'est pas très efficace. J'avais écrit une petite novella qui s'appelait La Porte, qui parlait de deux loups-garous perdus dans une maison au milieu d'un désert, qui était constamment dérangés par des gens bizarres qui venaient frapper à leur porte, jusqu'à ce qu'une sorte d'inquisition espagnole arrive et les condamne pour non pas ni pour hérésie, ni pour avoir mangé des curés, parce qu'ils mangeaient des curés, mais parce que pour les pots de meurtre qu'ils n'ont pas commis. Et j'aimerais bien écrire la suite, en fait. Donc ça, c'est aussi un autre projet. Mais je pense essayer de faire un roman plus sombre, qui correspondra plus au modèle très sombre qu'il y a dans ce recueil, puisque Nos Amis les Fées est plutôt humoristique, satirique. Voilà. Mais ça, tu ne le sais pas, parce que je te le dirai que la faille du jour où je t'enverrai le manuscrit, ça t'apprendra. Merci Karim, merci à vous. Merci beaucoup.